Elle avait 3 filles. 3. Elle les avait nourries de ses propres mains, lavées quand elles étaient malades, portées sur son dos quand leurs jambes ne voulaient plus avancer. Elle avait renoncé à sa carrière pour elle, à ses rêves pour elle, à 20 ans de sa vie pour elle. Et le jour où elle s'est réveillée à l'hôpital avec la moitié du corps paralysé, incapable de former une phrase entière, le téléphone a sonné 3 fois. 3 fois. Et 3 fois, on lui a dit non. Ce n'est pas une histoire sur l'ingratitude. C'est une histoire sur ce qu'un inconnu de 22 ans a fait ensuite. Et ça va vous briser le cœur avant de vous le rendre entier. Madeleine Aubert avait 64 ans, une maison à un étage dans une rue tranquille de Clermont-Ferrand, un jardin où elle cultivait des tomates cerises et des dahlias roses depuis 30 ans, et 3 filles qui lui téléphonaient régulièrement, à Noël, aux anniversaires, parfois entre les deux si une urgence le justifiait. Elle n'avait jamais voulu admettre que régulièrement était devenu, au fil des années, un mot de plus en plus élastique. Sa vie avait été construite autour d'elle. Pas métaphoriquement, littéralement. Elle avait abandonné son poste d'institutrice à 31 ans quand la cadette, Pauline, était née prématurément et avait eu besoin d'une présence constante pendant ses 2 premières années. Elle avait renoncé à reprendre ce poste quand son mari, Bernard, avait commencé ses allers-retours hebdomadaires à Paris pour son travail et qu'il fallait quelqu'un à la maison. Elle avait géré les maladies, les devoirs, les crises d'adolescence, les premières peines de cœur, les concours d'entrée aux grandes écoles, les déménagements Lyon pour l'aînée Isabelle, Bordeaux pour la cadette Pauline, Bruxelles pour Claire la Benjamine. Elle avait conduit des milliers de kilomètres pour des week-ends qui se terminaient toujours un peu plus tôt que prévu. Elle avait appris à ne rien demander pour que personne n'ait à dire non. Bernard était mort d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, dans son bureau parisien, un lundi matin à 8h20. Madeleine avait reçu l'appel en train d'arroser ses dahlias. Elle avait posé l'arrosoir. Elle avait appelé ses 3 filles. Elles étaient venues pour l'enterrement, étaient restées 5 jours, et étaient reparties. Depuis, Madeleine vivait seule dans la maison à un étage. Elle s'était adaptée. Elle avait repris ses lectures, ses promenades matinales jusqu'au marché du quartier, ses après-midi à jardiner. Elle s'était inscrite à un club de couture le jeudi, où elle cousait des nappes en lin avec 3 femmes de son âge qui aimaient aussi le thé et les conversations sans arrière-pensée. Elle s'était habituée au silence de la maison, pas comme on s'habitue à quelque chose de bon, mais comme on s'habitue à une douleur chronique. On apprend à vivre autour. Elle pensait que ça allait. Ce fut un mardi matin de mars, à 7h10, qu'elle tomba dans sa cuisine. Elle était debout devant la cafetière, attendant que le café passe, regardant par la fenêtre le jardin où les premières pousses de printemps pointaient timidement sous le ciel gris du matin. Elle voulut tendre le bras pour attraper sa tasse sur l'étagère du haut. Et soudain il n'y eut plus de bras. C'était la façon la plus précise dont elle put le décrire ensuite. Il n'y eut plus de bras. Pas de douleur intense, pas d'éclair. Juste une absence. Le côté droit de son corps cessa d'exister en une fraction de seconde. Sa main droite lâcha le bord de l'évier qu'elle tenait. Son genou droit se déroba. Elle tomba sur le carrelage de la cuisine avec le bruit sourd et définitif d'une chose qui ne tombe pas par accident mais par effondrement. Elle resta là, le côté droit collé contre le carrelage froid, incapable de bouger la jambe, incapable de bouger le bras. Sa bouche voulut former un mot et ce qui sortit était déformé, incompréhensible, comme une phrase jouée sur un instrument désaccordé. Son téléphone était sur la table, à 80 cm d'elle. Il lui fallut 23 minutes pour l'atteindre. Elle le sut plus tard grâce à l'horodatage de l'appel au SAMU, 7h33. 23 minutes à ramper sur le carrelage de sa propre cuisine avec le seul côté gauche de son corps qui répondait encore, le visage collé contre le sol froid, la cafetière qui continuait à gargouiller tranquillement derrière elle, le jardin visible par la fenêtre dans la lumière grise du matin, les dahlias de l'année dernière encore en dormance dans la terre. Elle composa le 15 d'une seule main. Elle dit quelque chose, elle ne sut jamais exactement quoi, les mots ne sortaient pas entiers mais l'opératrice entendit suffisamment. Les secours arrivèrent à 7h49. Les médecins du CHU Gabriel Montpied confirmèrent un accident vasculaire cérébral ischémique touchant l'hémisphère gauche. Hémiplégie droite partielle. Aphasie de Broca. Les mots existaient dans sa tête mais le chemin entre la pensée et la parole était endommagé, transformant les phrases en fragments épars, en sons approximatifs qui n'étaient plus tout à fait les mots qu'elle voulait dire. Elle comprenait tout. Elle entendait tout. Elle pensait avec la même précision qu'avant. Mais les mots à l'arrivée n'étaient plus les mots au départ. C'était, dit le neurologue avec la douceur pratique des gens habitués à annoncer des choses irréversibles, comme essayer de téléphoner à quelqu'un avec un appareil dont l'écran fonctionne parfaitement mais dont le microphone est cassé. Elle resterait hospitalisée au moins 3 semaines. Après, il faudrait une rééducation longue, intensive, quotidienne. Et il faudrait quelqu'un.
La psychologue de service vint la voir le deuxième jour et lui posa la question directement. Avait-elle de la famille? Des enfants? Madeleine hocha la tête. 3 filles. La psychologue sourit avec cette chaleur professionnelle des gens formés à sourire dans les situations difficiles. Bien, on va les appeler, alors. Isabelle fut la première. 62 ans, directrice des ressources humaines dans un groupe industriel à Lyon, 2 enfants grands, un agenda qui ressemblait à un Tetris permanent. Elle décrocha à la deuxième sonnerie, entendit l'assistante sociale lui expliquer la situation, et dit, après un silence qui dura exactement 4 secondes. C'est grave, je comprends. Mais je suis en pleine restructuration d'équipe, je ne peux vraiment pas me libérer en ce moment. Vous avez contacté les autres? L'assistante sociale nota la réponse sans changer d'expression. Elle avait ce travail depuis 16 ans. Pauline fut la deuxième. 58 ans, à Bordeaux, mariée à un homme d'affaires, une maison avec piscine, un chien de race et des abonnements à plusieurs clubs de sport qu'elle fréquentait de manière irrégulière. Elle pleura au téléphone, de vraies larmes, sincères, et dit entre 2 sanglots qu'elle avait les enfants ce mois-ci, que son mari partait en déplacement, que la maison était sens dessus-dessous, que c'était tellement injuste que ça arrive maintenant, que sa mère aurait sûrement compris. Elle comprend tout, dit l'assistante sociale avec une neutralité absolue. C'est l'une des caractéristiques de l'aphasie de Broca. Pauline dit qu'elle enverrait des fleurs. Claire fut la troisième. 55 ans, à Bruxelles, chercheuse dans un laboratoire universitaire, célibataire. Une vie organisée autour de ses recherches avec la précision d'une équation dont on ne tolère aucune variable imprévue. Elle posa des questions médicales précises et intelligentes, le type d'AVC, la localisation de la lésion, le pronostic de récupération, et nota les réponses. Puis elle dit qu'elle prendrait des renseignements sur les meilleures structures de rééducation et enverrait une liste. Elle dit aussi qu'elle viendrait en juin si ses conférences le permettaient. Juin. C'était dans 3 mois. L'assistante sociale raccrocha. Elle resta un moment avec son bloc-notes posé sur les genoux, dans le couloir de l'hôpital, à regarder les fluorescentes qui bourdonnaient légèrement au plafond. Puis elle prit une grande inspiration, se leva, et alla retrouver Madeleine dans sa chambre pour lui annoncer, avec toute la douceur possible, que ses filles ne pouvaient pas venir. Madeleine était allongée dans le lit, le côté droit immobile sous le drap, le regard tourné vers la fenêtre qui donnait sur le parking de l'hôpital. Elle entendit ce que l'assistante sociale lui dit. Elle hocha la tête très légèrement, une seule fois, et elle continua de regarder le parking. Ce n'est pas que ça ne lui faisait pas mal. C'est qu'elle avait, quelque part dans la région du sternum, un endroit qui s'était caillé au fil des années à recevoir ce genre de douleur. Comme une cicatrice épaisse qui n'empêche pas de sentir, mais qui amortit légèrement le choc. Elle avait appris à ne rien demander pour que personne n'ait à dire non. Et elles avaient quand même dit non. Elle ferma les yeux. De l'autre côté de la fenêtre, quelque part dans la ville, Cédalia attendait qu'on les taille point et la maison rue des Acacias resta fermée pendant les 3 semaines d'hospitalisation. Les voisins remarquèrent les volets clos, le courrier qui débordait de la boîte aux lettres, le jardin que personne n'arrosait. Certains s'en inquiétèrent en passant. Personne ne fit rien de particulier. La vie de quartier avait cette qualité de voir sans regarder, de se préoccuper sans agir, de se dire que quelqu'un d'autre s'en chargera sûrement. Sauf un. Lucas Ferrand avait 22 ans et habitait en face au sens littéral du terme. Sa fenêtre de chambre donnait directement sur la façade de la maison de Madeleine Aubert, et il passait suffisamment de temps à cette fenêtre. Il étudiait en alternance en gestion logistique et travaillait le reste du temps dans un entrepôt de la zone commerciale nord pour avoir remarqué la disparition progressive de la vie de la maison d'en face. D'abord le silence de la cafetière, il y avait, le matin, une heure précise à laquelle la fenêtre de la cuisine s'illuminait et où l'on voyait la silhouette de la vieille dame se déplacer derrière le verre dépoli. Puis la lumière du couloir, puis celle du jardin le soir. Une chorégraphie régulière qui s'était arrêtée, nette un mardi matin. Lucas n'était pas quelqu'un de particulièrement démonstratif. Il avait grandi dans cette même rue avec sa mère, une infirmière de nuit qui travaillait par roulement et dormait le jour, et avait appris très tôt à se débrouiller seul et à ne pas faire de bruit. Il avait échangé avec Madeleine Aubert, au fil des années, ce type de relation de voisinage qui se construit par accumulation de petites choses, un signe de main par-dessus la haie, quelques tomates cerises déposées sur le pas de la porte un été, l'aide pour sortir les poubelles quand elle avait eu mal au dos l'hiver précédent. Pas de l'amitié, pas exactement. Quelque chose de moins nommable et peut-être de plus solide. Le 3e jour après la disparition de la lumière de la cuisine, il sonna à la porte. Pas de réponse. Il alla voir la voisine du côté, Madame Jourdain, une femme de 70 ans qui savait toujours tout ce qui se passait dans la rue. Elle lui dit qu'une ambulance était venue il y a quelques jours, qu'on avait emmené Madeleine,
qu'elle avait entendu dire à l'hôpital, mais qu'elle ne savait pas lequel ni dans quel état. Lucas entra chez lui. Il réfléchit un moment debout dans sa cuisine, les bras croisés. Puis il prit son téléphone, appela le CHU Gabriel Montpied, et expliqua qu'il était le voisin de Madame Aubert et qu'il cherchait à avoir de ses nouvelles. L'hôpital ne pouvait lui donner aucune information médicale, règle de confidentialité, mais l'infirmière d'accueil lui dit que si quelqu'un lui avait dit qu'elle était là, il pouvait venir en visite aux heures indiquées. Il y alla le soir même. Madeleine était dans une chambre au 3e étage, le lit en position semi-assise, un plateau repas à moitié entamé sur la tablette. Elle regardait une émission sur la petite télévision fixée au mur, mais sans la voir vraiment. Ses yeux étaient posés dessus sans s'y accrocher. Quand Lucas entra, elle tourna la tête. Elle cligna des yeux. Et quelque chose dans son visage changea. Pas beaucoup. Juste un léger réajustement, comme un tableau qu'on redresse d'un millimètre et qui retrouve son équilibre. Lucas s'assit sur la chaise à côté du lit. Il posa sur la tablette une petite boîte de biscuits sablés qu'il avait achetés à la boulangerie en bas de la rue des Acacias. Les mêmes que ceux que Madeleine achetait elle-même le samedi matin, il avait remarqué. Un jour qu'il y était au même moment qu'elle. « Je savais pas quoi apporter, dit-il. Alors j'ai pris les sablés. » Madeleine regarda les biscuits. Puis elle regarda Lucas. Puis elle dit quelque chose, un mot qui voulait être merci mais qui sortit légèrement de travers, les consonnes mal articulées, le mot reconnaissable mais abîmé. Lucas hocha la tête comme si le mot était parfait. Ils restèrent là 1 heure. Lucas parla, de la rue, du jardin qu'il avait vu depuis sa fenêtre, d'une histoire anodine avec l'entrepôt où il travaillait. Il parla naturellement, sans cette pause anxieuse que les gens font parfois avec les aphasiques, cette hésitation qui ressemble à de la pitié et qui isole plus qu'elle ne connecte. Il parla comme à quelqu'un d'intelligent et de présent parce qu'elle l'était. Quand il se leva pour partir, Madeleine dit quelque chose de plus long. Ça a pris plusieurs secondes, les mots arrivèrent dans le désordre, certains manquaient, d'autres étaient approximatifs. Mais le sens était là. Elle voulait savoir si ses Dahlia allaient bien. Lucas réfléchit 1 seconde. « Je regarderai demain, dit-il. » Et il ferma la porte doucement derrière lui. Il revint le lendemain. Et le surlendemain. Et tous les jours jusqu'à la fin de l'hospitalisation, sauf 2 jours où ses horaires à l'entrepôt rendirent la chose impossible. Et ces 2 jours-là, il appela l'infirmière du service pour lui demander de lui dire bonjour de sa part. L'infirmière, qui avait tout vu dans sa carrière, nota cela dans son cahier personnel comme une des choses qui rappellent pourquoi ce métier vaut la peine d'être fait. Les filles appelèrent. Isabelle 1 fois par semaine, brève et efficace, avec des questions précises sur les progrès médicaux et une façon de conclure les conversations qui ressemblait toujours à la fermeture d'un dossier. Pauline appelait plus souvent mais en pleurant beaucoup, ce qui avait pour effet étrange de rendre Madeleine plus occupée à consoler sa fille qu'à recevoir son soutien. Claire envoya effectivement une liste de structures de rééducation, commentée et classée par proximité géographique et taux de succès. Une liste qui était, objectivement, très bien faite et qui aurait été utile si quelqu'un avait eu le temps de la lire. Aucune d'elles ne vint. La sortie de l'hôpital fut fixée au 28e jour. Le médecin convoqua l'assistante sociale, qui convoqua à nouveau les filles par téléphone. La situation était la suivante. Madeleine pouvait rentrer chez elle, mais elle aurait besoin d'une aide à domicile quotidienne, d'un suivi kinésithérapique 3 fois par semaine, d'une orthophoniste 2 fois par semaine pour la rééducation du langage, et de quelqu'un pour les courses, les repas, les tâches de base que le côté droit encore partiellement paralysé rendait difficiles ou impossibles. Isabelle dit qu'elle financerait une partie de l'aide à domicile si les autres participaient également, ce qui était généreux, mesurable, et ne nécessitait pas de présence physique. Pauline dit qu'elle enverrait ce qu'elle pouvait. Claire ne rappela pas ce jour-là. Lucas, qui n'était pas dans cette conversation et à qui personne n'avait rien demandé, se présenta le matin de la sortie de l'hôpital avec sa voiture, une vieille Peugeot 308 dont le siège passager était recouvert d'un plaid parce que le revêtement s'était usé, et attendit dans le hall que l'infirmière amène Madeleine en fauteuil roulant. Il l'installa dans la voiture avec les précautions d'usage, chargea le petit sac de ses affaires dans le coffre, et la ramena rue des Acacias. La maison sentait le renfermer. 28 jours de volets fermés et d'air immobile avaient donné aux pièces une odeur de temps suspendu, légèrement poussiéreuse, légèrement froide. Lucas ouvrit les fenêtres. Il fit du thé dans la cuisine pendant que Madeleine s'installait dans le fauteuil du salon. Il trouva dans le placard les biscuits sablés, il en restait, et les posa sur la table basse. Puis il s'assit en face d'elle. « J'ai regardé les dahlias, dit-il. Ils ont besoin d'eau. Et je pense que 2 d'entre eux ont été attaqués par quelque chose. Je ne connais pas grand-chose au jardinage, mais j'ai pris des photos si vous voulez voir. » Il lui tendit son téléphone. Madeleine regarda les photos, son jardin vu depuis la haie,
la terre encore froide, les tiges des dahlias, le rosier contre le mur du fond. Elle regarda ces images avec une intensité que Lucas ne comprit pas tout de suite, jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle regardait sa propre vie de l'extérieur pour la première fois, son jardin vu par quelqu'un d'autre, capturé dans les mains d'un autre, et malgré tout encore là, encore réel. Elle dit quelque chose. Le mot qui voulait sortir était beau, mais ce qui arriva ressemblait davantage à Bosch. Elle fronça légèrement les sourcils, cette frustration particulière de l'aphasique qui entend parfaitement l'écart entre ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. « Je comprends », dit Lucas simplement. Il revint le lendemain matin avant d'aller à l'entrepôt pour s'assurer qu'elle avait pu préparer son petit déjeuner. Il revint le soir pour vérifier que l'aide à domicile était bien passée. Elle était passée, une femme prénommée Rachida, compétente et chaleureuse, qui venait 2 heures chaque matin. Il revint le mercredi pour accompagner Madeleine chez le kinésithérapeute parce que le taxi qu'on avait commandé n'était pas arrivé et que l'orthophoniste attendait. Il ne fit pas tout cela parce qu'on le lui avait demandé. Personne ne lui avait demandé. Il le fit parce que sa fenêtre donnait sur sa façade et qu'il avait remarqué la lumière qui s'était éteinte un mardi matin de mars, et que quelque chose en lui avait décidé que ce n'était pas normal de regarder s'éteindre la lumière de quelqu'un sans bouger. Les premières semaines furent épuisantes pour Madeleine d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Pas l'épuisement physique, elle s'y attendait, mais l'épuisement de sa propre tête. L'aphasie était une prison transparente. Elle pensait clairement, comprenait tout, avait des opinions précises sur tout, des souvenirs intacts, des émotions entières. Mais à l'arrivée, les mots se cassaient. Les phrases perdaient leur mot de liaison. Le temps de trouver le bon mot, la conversation avait avancé sans elle. Les gens finissaient ces phrases à sa place, avec les mauvais mots, toujours ou pire, lui parlaient lentement, fort, comme à quelqu'un dont l'intelligence était en cause. Lucas ne faisait ni l'un ni l'autre. Il attendait, simplement, sans tambouriner des doigts, sans remplir le silence avec ses propres mots, sans la regarder avec cette expression de commisération qui lui donnait l'impression d'être un problème à résoudre plutôt qu'une personne à entendre. Il attendait que les mots arrivent, les accueillait tels qu'ils étaient, et répondait à ce qu'ils voulaient dire plutôt qu'à ce qu'ils avaient l'air de dire. C'était un soir de la 3e semaine, alors qu'il buvait du thé dans le salon et que la lumière de l'été tardait à tomber derrière les fenêtres, que Madeleine réussit à dire une phrase entière pour la première fois depuis l'AVC. Elle l'avait travaillé. Elle l'avait répété dans sa tête depuis le matin, mot par mot, comme on apprend une formule en langue étrangère. Elle regarda Lucas en face et dit, lentement, avec les efforts visibles de quelqu'un qui soulève quelque chose de lourd. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Ce n'était pas tout à fait grammaticalement parfait. Mais chaque mot était au bon endroit. Lucas réfléchit. Il ne répondit pas immédiatement, ce qu'elle apprécia. Elle détestait les réponses préfabriquées, celles qu'on sort trop vite et qui ressemblent à des devoirs récités. Parce que, dit-il finalement, quand j'avais 12 ans et que ma mère travaillait les nuits et dormait les jours, vous étiez la seule personne dans cette rue qui remarquait que je rentrais de l'école seul. Vous m'avez apporté une assiette de soupe un soir de novembre où il pleuvait et où j'avais pas de clé. Vous vous en souvenez probablement pas. Madeleine le regarda. Elle essaya de trouver le souvenir et le trouva imprécis, fondu dans des dizaines de soirées semblables, mais là, une silhouette d'enfant sur le pas d'une porte sous la pluie. Une assiette de soupe au potiron. Elle essaya de dire « je me souviens » et ce qui sortit fut incomplet, les mots entremêlés. Mais elle hocha la tête, et Lucas comprit. « Voilà », dit-il simplement. C'est tout. Ce fut à partir de ce soir-là que quelque chose changea entre eux. Pas dans les actes, qui restèrent les mêmes, mais dans la qualité de leur présence mutuelle. La gratitude unilatérale se transforma en quelque chose de plus égal, de plus complexe. Une histoire commune qui remontait à une assiette de soupe au potiron par un soir de novembre pluvieux, qui avait traversé des années d'indifférence aimable, et qui se retrouvait maintenant, par les chemins imprévisibles du malheur et de la gentillesse, à redevenir réelle. Les filles appelèrent. Isabelle vint enfin un dimanche de juin, une visite de 4 heures, organisée avec efficacité, pendant laquelle elle réarrangea les médicaments dans le placard de la salle de bain et eut une conversation longue avec Rachida sur les protocoles d'aide à domicile. Elle repartit le soir en disant qu'elle reviendrait bientôt. Madeleine ne lui en voulut pas. Elle avait cessé d'en vouloir à ses filles quelque part au cours des premières semaines, non par résignation mais parce qu'elle avait compris que l'on n'est pas toujours capable de donner ce qu'on n'a pas appris à donner, et qu'elle-même, peut-être, n'avait pas suffisamment montré à ses filles comment on reste. Pauline appela plus régulièrement au printemps et pleurait moins. Claire vint en juillet, 2 jours. À la surprise de tout le monde, y compris d'elle-même, resta 4. Elle repartit avec quelque chose de différent dans les yeux, quelque chose de moins fermé. Mais c'était Lucas qui était là, chaque jour.
La rééducation avança. L'orthophoniste, une femme prénommée Valérie qui avait le double avantage d'être très compétente et de ne jamais prendre un air apitoyé, travaillait avec Madeleine 2 fois par semaine sur des exercices progressifs, des mots, des phrases, des histoires courtes. Les progrès étaient lents au début, imperceptibles d'une séance à l'autre, visibles seulement sur une durée plus longue. Mais ils étaient réels. Lucas avait commencé à jardiner. Il n'avait aucune compétence en jardinage, il le dit franchement, mais il avait acheté un livre de jardinage d'occasion chez le bouquiniste de la rue du Port et le lisait le soir dans sa chambre avec la même application qu'il mettait dans ses cours de gestion logistique. Il venait le samedi matin, quand Madeleine pouvait s'asseoir sur la chaise de jardin, et jardinait sous ses instructions. Elle lui disait quoi couper, quoi arroser, comment espacer les bulbes. Au début, elle le guidait par gestes, puis progressivement par mots, d'abord simples, puis de plus en plus précis, de plus en plus entiers. Le jardin devint leur atelier de langue. Là, la fleur. Gauche. Non, l'autre gauche. Celle-là. Oui. Coupe. 2 centimètres. D'accord. Comme ça. Mieux. Et parfois, dans ce matin de jardinage, Madeleine trouvait des phrases entières, des constructions complexes qui sortaient d'un coup comme si le jardin, la terre, les dahlias avaient quelque chose à voir avec les chemins neuronaux que son cerveau était en train de reconstruire lentement, patiemment, comme on reconstruit une route après un tremblement de terre, en trouvant de nouveaux passages autour des zones effondrées. L'été s'installa sur la rue des Acacias avec sa chaleur lente et ses soirées qui n'en finissaient pas. Madeleine recommença à sortir, d'abord jusqu'au bout de la rue avec sa canne, puis jusqu'au marché avec Lucas le samedi matin, puis seul certains après-midi jusqu'à la boulangerie du coin qui vendait les sablés. Sa démarche restait hésitante du côté droit, son bras droit ne récupérait peut-être jamais sa pleine mobilité. Dixit le kinésithérapeute. Mais elle marchait, elle sortait, elle revenait. Elle recommença à parler. Pas parfaitement. Elle ne parlerait peut-être plus jamais comme avant, mais assez. Assez pour se faire comprendre sans frustration la plupart du temps. Assez pour raconter. Assez pour demander. Un soir d'août, ils mangèrent dans le jardin, une salade avec les premières tomates cerises que Lucas avait réussi à faire pousser, un peu petite, légèrement de travers, mais réelle. Madeleine mangea une tomate et dit « Elles sont affreuses ». Lucas éclata de rire, un vrai rire, spontané. « Je sais. Le livre disait qu'il fallait les tutorer plus tôt. L'année prochaine, dit Madeleine. On fait mieux. L'année prochaine. » Ce futur simple, conjugué naturellement, sans hésitation, comme une évidence. On fait mieux, fut la phrase la plus complète qu'elle avait dite depuis l'AVC. Ni l'un ni l'autre ne le soulignèrent. Ils mangèrent leurs tomates affreuses dans la lumière dorée du soir d'août, avec le bruit des martinets qui tournaient dans le ciel, et le jardin autour d'eux qui sentait la terre chaude et le thym. Isabelle rappela en septembre pour annoncer qu'elle venait le mois suivant et restait une semaine. Pauline dit qu'elle essaierait de venir à Noël. Claire envoya un message pour dire qu'elle avait pensé à elle tous les jours de l'été et qu'elle était désolée de ne pas avoir été là comme elle aurait dû. C'était, de la part de Claire, quelque chose de rare et de courageux. Et Madeleine lui répondit, par message écrit, car l'écriture était moins exigeante que la parole pour le moment, qu'elle était heureuse de le lire. Elle ne leur en voulait plus. Ou plutôt, elle leur en avait voulu, réellement, pendant les premiers jours de l'hôpital, dans ce lit avec le parking en face et la cafetière qui gargouillait dans le souvenir. Mais quelque chose s'était passé au fil des mois qui avait transformé cette douleur en quelque chose de plus doux, de moins tranchant. Non parce que l'abandon de ses filles était devenu acceptable. Il ne l'était pas, mais parce qu'elle avait découvert, à 64 ans, après une vie entière construite autour des autres, que l'amour n'était pas uniquement dans la chair et dans le sang. Qu'il existait sous d'autres formes, moins attendues, moins légitimées par les liens juridiques et biologiques, mais tout aussi réelles. Parfois plus. L'amour existait dans une assiette de soupe par un soir de novembre pluvieux, offerte à un enfant de 12 ans par une femme qui n'avait pas de raison particulière de le faire, sinon qu'elle avait regardé et vu. L'amour existait dans un homme de 22 ans qui lisait un livre de jardinage le soir dans sa chambre pour pouvoir tutorer correctement des tomates cerises l'été suivant. Un dimanche de novembre, presque un an après le mardi matin de mars, où elle était tombée dans la cuisine, Madeleine s'assit à la table de la salle à manger avec un stylo et du papier. Sa main droite tenait encore maladroitement le stylo, les lettres étaient plus grandes et moins régulières qu'avant, mais elles arrivaient. Elle écrivit une lettre. Pas à ses filles. Elle leur avait déjà dit ce qu'elle avait à dire, en morceaux, au téléphone, dans les conversations imparfaites de la rééducation. Elle écrivit une lettre à personne en particulier, ou peut-être à tout le monde, ou peut-être à elle-même d'un an plus tôt, celle qui était tombée sur le carrelage de la cuisine et avait attendu 23 minutes pour atteindre son téléphone. Elle écrivit lentement,
en s'arrêtant pour trouver les mots, en raturant certains, en les remplaçant. Elle écrivit. Il y a des gens que la vie met en face de votre maison. Pas par hasard. Par quelque chose qui ressemble à une intention, mais qu'on ne sait pas encore nommer. Je suis tombé un matin de mars et la moitié de ma vie est tombée avec moi. Mes filles n'ont pas pu venir. Je ne dis pas ça pour faire mal. Je dis ça parce que c'est vrai et que les choses vraies méritent d'être dites, même quand elles font mal. Mais le garçon d'en face, lui, est venu. Et il continue de venir. Et grâce à lui j'ai appris quelque chose que 64 ans de vie n'avaient pas réussi à m'apprendre complètement. Qu'on ne choisit pas toujours les gens qui nous sauvent. Mais qu'on peut choisir d'être le genre de personne qui sauve les autres. J'ai offert une assiette de soupe à un enfant de 12 ans sous la pluie, et j'ai complètement oublié que je l'avais fait. Lui ne l'a pas oublié. C'est peut-être ça, la vraie définition de l'amour. Pas ce qu'on se rappelle avoir donné, mais ce que l'autre n'a jamais pu oublier d'avoir reçu. Elle posa le stylo. Elle relut ce qu'elle avait écrit, lentement, une fois, deux fois. Puis elle plia la feuille et la glissa dans son carnet. Dehors, dans le jardin, les dahlias avaient été taillés pour l'hiver. Les bulbes étaient en dormance dans la terre froide de novembre. Au printemps, ils reviendraient, plus forts, dit-on, quand on les taille correctement en automne. Plus fort parce qu'on a eu le courage de couper ce qui était fini pour laisser la place à ce qui allait pousser. La lumière de la maison d'en face était allumée. Madeleine la regarda un moment depuis sa fenêtre du salon. Puis elle alla mettre la cafetière. Le lendemain matin, Lucas frappa à la porte à 8 heures comme d'habitude, avec 2 croissants dans un sac de la boulangerie et la question habituelle. « Ça va ce matin ?» Madeleine lui ouvrit la porte, et pour la première fois depuis le mardi de mars, elle n'avait pas sa canne. Lucas la regarda. « Tu as laissé la canne. »« Je sais, dit-elle. Je voulais voir. » Et alors? Elle fit 2 pas sur le seuil, lentement, avec une concentration visible. Elle ne tituba pas. Elle leva les yeux vers lui. « Ça va, dit-elle. 2 mots. Entiers, nets, sans hésitation. » Lucas hocha la tête. Il entra dans la maison avec les croissants. Madeleine referma la porte derrière eux. Dans le jardin, sous la terre froide de novembre, les bulbes des dahlias attendaient le printemps.